Vas-y, Romain, tu peux... Bonjour, ravi de vous recevoir ce soir. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir l'équipe Bachet. Ils sont venus presque au complet. 14 ans après, c'est-à-dire que nous avions déjà, il y a 14 ans, réalisé l'accueil de Bernard lui-même, qui nous racontait l'aventure. Alors ce soir, Pierre va relater, je pense que pour beaucoup, vous connaissez cette étrange histoire de passionnés, de frères qui ont réussi d'une part à mettre en œuvre leur passion, parce que souvent entre ce que l'on désire et ce que l'on réussit à mettre effectivement en place, c'est souvent compliqué. Ils ont non seulement réussi, mais ça perdure encore, c'est un soutien grâce à une énergie, et puis on le souhaite, il y aura un devenir encore plus profitable. Alors, je vais passer la parole à Pierre. Donc, Pierre, qui est président des structures sonores Bachet. C'est une association qui a valorisé l'œuvre des Bachet, qui a réussi, malgré les contextes économiques difficiles, à porter au bout de bras cette aventure qui est toujours vivante. Nous en avons ce soir l'expression. Pierre Cuffini. Eh bien, bonsoir et un grand merci d'être là, puisque ça fait beaucoup de bruit là. Ouais. Michel, pourquoi ça fait du bruit? Pas bouger les doigts. Encore plus bas? Ah, c'est ça. Sinon je laisse un peu. Oui. C'est ça qui me gêne. Voilà, là c'est parfait comme ça. Donc, merci d'être là, parce que sinon on n'aurait pas de raison d'être là. Hein. Et je remercie aussi l'Université populaire de Saint-Michel-sur-Orge pour leur invitation. Ce soir, je vous invite à une réflexion autour de patrimoine local de Saint-Michel-sur-Orge et avec la dimension qu'a cette œuvre. Je ne vais pas aller d'une manière exhaustive sur la richesse de cette œuvre, qui est vraiment très très étendue et très variée, mais je vais plutôt essayer de m'attarder sur les axes principaux qui font que cette œuvre est absolument étonnante. On peut déjà une œuvre qui, 10 ans après le décès des artistes, continue de se développer, ça n'est pas rien, c'est pas courant. Et puis on verra autour au courant de cette conférence les différents axes forts qui peuvent peut-être nous éclairer là-dessus. Donc dans un premier temps, je vais prendre la parole. Dans un deuxième temps, je souhaiterais qu'on ait véritablement des questions venant de votre part qui permettront de compléter avec vos attentes un petit peu tout ce qu'on pourrait dire sur cette œuvre. Et puis dans un troisième temps, parce qu'il y aura une troisième mi-temps qui sera cette œuvre, on peut en parler, mais le mieux c'est quand même d'y toucher. Et donc nous avons rapporté quelques éléments de l'œuvre pour que vous puissiez un tout petit peu, puisque si on souhaite approfondir, à ce moment-là, c'est pas une demi-heure qu'il faut, c'est beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, patrimoine local de Saint-Michel-sur-Orge. Donc, voilà. Donc, cette œuvre, elle est faite de deux frères, Bernard et François Bachet. C'est déjà assez étonnant, hein, une œuvre bicéphale, avec deux caractères très particuliers. Ah oui, pardon,
le blanc que j'avais avant, c'est que quand même j'ai une énorme pensée pour Bernard Bachet, avec qui j'ai collaboré pendant 30 ans, et qui continue de bien nous soutenir, parce qu'il a légué, parce qu'il a porté, par les questions qu'il a soulevées. Et puis aussi à Marguerite Bachet, qui, vous savez bien, sont des gens qui sont dans l'ombre, mais qui sont toujours, qui ont beaucoup participé à la faisabilité des choses. Voilà. Donc nous avons Bernard et François Bachet, avec deux frères et deux caractéristiques très différentes. C'est une œuvre très singulière par plein d'aspects. Et c'est ce que nous allons voir. Donc elle a démarré dans les années 50. On imagine donc peut-être certaines d'entre vous ont quand même entendu bien leurs parents parler de cette époque-là, où on sortait les tickets de rationnement, c'était jusqu'en 49. Hein. La France avait été non seulement par endroits dévastée matériellement, mais aussi moralement. Bien des générations avaient été ébranlées dans leur certitude ou dans leur positionnement. Et François Bachet est parti faire un tour du monde, hein, et a inventé une guitare gonflable, hein, que l'on voit là à gauche, parce que pour rentrer une guitare dans une valise et un avion, c'était pas simple. Et Bernard, lui, était resté en France avec sa petite famille qui commençait à grandir. Et lui, il avait une usine de parquet dans les Landes, et il avait fait ingénieur central. Et par contre, il écoutait la radio. Et à la radio, eh bien, on avait quand même eu les épisodes de la collaboration, et puis la résistance, et puis la nouvelle génération qui a pris en main les choses, avec le groupe de recherche musicale qui était avec Pierre Schaeffer à la radio, et la recherche autour de la musique concrète. La musique concrète, c'était pouvoir enregistrer des sons et en faire une matière pour de la composition musicale. Alors au tout début, c'était simplement la bande magnétique que l'on coupait, que l'on collait, qu'on inversait, que l'on accélérait, que l'on déformait, et puis qu'on réenregistrait, et on travaillait comme ça. Toute cette histoire-là, elle est très sujette aux avancées technologiques, hein, puisque la musique concrète, à partir des années 62-64, et qu'on a commencé à disposer de magnétophones à piste, il y a eu capacité de pouvoir travailler le son d'une manière beaucoup plus facile, et voilà. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, hein, puisque finalement Bernard a été directeur de recherche pour Pierre Schaeffer pendant 3 ans, et c'est délibérément avec son frère qu'ils ont adopté une démarche autour du son acoustique. Pardon, excusez-moi. Leur souhait, c'était véritablement d'inventer des nouveaux sons pour permettre à une nouvelle musique de naître. Et puis, François rentre de voyage et retrouve son frère qui avait plein d'idées dans le cerveau autour de ses découvertes de musique concrète. Et François, voyez cette guitare avec juste un manche qui se pliait, des cordes et la caisse de résonance qui se gonflait. À partir de ce moment-là, Bernard dit, mais écoute, si ça amplifie les cordes de la guitare, ça doit pouvoir tout amplifier. Et donc, on a eu une double démarche, une démarche expérimentale. On prend tout ce qui nous tombe sous la main en métal, là, et on le branche sur le manche, et on essaye de voir qu'est-ce que ça donne en amplification. Et puis une démarche théorique, où on étudie tout ce qui a été analysé
en sciences acoustiques et en musique. Et puis on essaye de refaire les expériences. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés sur sur une règle de physique acoustique qui n'avait jamais été utilisée pour fabriquer du son. Ça avait été utilisé pour observer des vibrations en laboratoire. Et c'est la règle de la tige encastrée. Donc la tige encastrée, là on a, vous voyez, toujours une masse lourde. Alors, oui, je n'ai pas de baguette. Une masse lourde, épaisse, qui est le rectangle là-haut, comme ça, avec une masse légère de métal qui est encastrée. Il se trouve que la masse lourde, la masse légère vibre avec une grande amplitude, une faible pression interne au métal et une basse fréquence. Et dans la transmission de la vibration à la masse lourde, la vibration se transforme en toute petite amplitude, très haute fréquence et très forte pression interne. Et suivant les éléments que l'on va accrocher à la masse lourde, eh bien, ces éléments-là vont rentrer sur certaines fréquences en vibration et ça va permettre de sculpter l'invisible du son. On parle souvent des frères Bachet comme de sculpteurs, ce qui est vrai, mais on va trop souvent dans l'apparence physique des sculptures, alors que leur premier propos a été de sculpter l'invisible du son. Donc de chercher des matières, des couleurs sonores qui n'existaient pas dans les instruments traditionnels. Et donc ils ont donné naissance à une nouvelle famille d'instruments de musique, des tiges encastrées, et qu'ils ont après déclinés sous de multiples formes, d'une manière très méthodique. Donc la forme des structures, elle a été, des instruments que l'on connaît, elle a été donnée par les contraintes physico-acoustiques des longueurs, des largeurs, des poids qu'on devait mettre en œuvre. Et puis, au final, par une petite touche de je veux le pied un peu plus comme ça, je préfère cette chose-là un peu plus au centre, qui donne un équilibre total. Ça, c'est au tout début, et au moment où ils ont commencé à développer leur structure sonore. Et puis, par la suite, étant devenus experts dans la création de ces sons, ils se sont autorisés à créer des sculptures, à plier les tôles, à donner des formes parfois étranges, et avec une véritable recherche de plasticiens plus classiques. Mais à l'origine, et une des raretés, c'est d'avoir d'abord sculpté le son. L'invisible du son. Je précise cela parce que, en fait, Bernard a cherché un temps à faire reconnaître par les organismes qui s'occupent des sculpteurs, donc la PAJH, la DAGP, pardon, son statut pour protéger ses sons. Or, un son, il est protégé à partir de 8 mesures par la SACEM, l'interprète est protégé par la DAMI ou la SPADIDEM, mais le son en tant que tel était protégé par des brevets pendant 20 ans, mais pas par les règles du monde de l'art. Donc là, nous avons le schéma. Ah oui, donc le son est collecté dans cette masse lourde, et puis après rediffusé par des cônes ou des tôles en fibre en inox ou en différents matériaux. Et suivant l'épaisseur du matériau, suivant la forme du pliage, on obtient une identité de l'instrument particulière. Là, nous avons les premiers instruments, avec le premier groupe qu'ils ont constitué en 1954, le groupe Lasserie Bachet, où on voit déjà dans les années 50 à quel point c'était quelque chose d'assez original, pour ne pas dire singulier. Hein, voilà. Et ce qui est quand même d'intéressant, c'est qu'une fois qu'ils avaient produit leur sculpture, il fallait quand même les faire vivre pour que c'est une valeur. Et ils se sont donc mis à faire ce groupe.
Et leurs répétitions avaient lieu tous les jeudis à Paris et étaient des répétitions ouvertes. C'est-à-dire qui voulait venait et assistait à la répétition. Et puis assistait, mais en fin de travail, et comme nous on connaît tout le temps, eh bien ça ne manque pas. Les gens qui sont assis veulent vérifier par eux-mêmes, faire par eux-mêmes, toucher. Et donc, on arrive à une chose très étrange que l'étrangeté et la particularité de ces œuvres incitent à la curiosité et donnent envie de toucher. En plus, on a affaire à des matériaux qui sont des matériaux standards, de la tissuité, des masselottes métalliques, mais pas obligatoirement avec des formes très précieuses comme nous a pu nous habituer le monde de l'art. C'est donc une œuvre ouverte, une œuvre qui n'a de sens et qui n'existe que quand elle est jouée. Ce concept d'œuvre ouverte a été travaillé par une historienne en histoire de l'art qui a fait sa thèse et qui a nommé, qui s'appelle Sophie Clarisse. Sophie Clarisse. Oui, j'allais dire. Voilà, merci Brigitte. Sophie Clarisse. Et effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Ce sont des artistes qui ont prévu la place de l'autre dans leur œuvre. Et d'ailleurs, dès leurs expositions, leurs premières expositions, ils ont conçu le deuxième axe fort de leur œuvre, c'est le participatif. C'est-à-dire que dans leurs expositions, c'était interdit de ne pas toucher. On avait le choix, hein, on aurait pu avoir en permanence dans la salle d'exposition des musiciens qui fassent bling bling blang blang, regardez comme je suis beau, ou inversement, dire ah, il y a du son là-dedans, cherchez par vous-même, trouvez. Les gens venaient voir des plasticiens et ressortaient enrichis de eux-mêmes, de ce qu'ils étaient en capacité de faire. Et la particularité de ces sons, c'est qu'on ne joue jamais faux avec. Et donc en fait, on n'est jamais dévalorisé. Alors bien sûr, il y a toujours la peur de découvrir quelque chose d'inconnu, mais une fois la première timidité dépassée, ça a donné un succès public avant même un succès critique, parce que les critiques, eux, n'ont jamais osé vraiment prendre le risque de jouer par eux-mêmes. Et par contre, le public ne s'y trompait pas et explorait et touchait partout, vous savez. Et donc pour les artistes, c'est absolument étonnant, c'est-à-dire que vous pensez votre volume, votre forme de plastique dans l'espace en sollicitant, c'est-à-dire que si vous faites un trou quelque part, vous êtes sûr que 95% des gens vont mettre les doigts dans le trou. Si vous mettez des barres verticales, vous êtes à 70% des gens qui vont balayer en travers. Si vous mettez des choses vers la verticale. Voilà. Et donc là, la forme plastique a été conçue aussi pour induire un rapport au corps et, une sollicitation du public assez particulière. Et donc, interdit de ne pas toucher, cette œuvre qui est étrange mais qui ne met jamais en échec, la qualité de la richesse des couleurs et des matières sonores, de la pâte à modeler sonore qu'il proposait, ça a donné des expos à travers le monde tout de suite. Avec, par exemple, au MoMA de New York en 1965, l'exposition de 3 mois qui a été prolongée 1 mois et demi, avec Picasso qui avait fait plus, et partout, la foule. En Suède, les François Bachet qui demandaient à des gardiens de musée qu'est-ce que vous regardez là, vous regardez mes œuvres, vous regardez, et non, et le gardien il disait, mais alors qu'est-ce que vous regardez, François disait, mais alors qu'est-ce que vous regardez, et le gardien répondait, mais écoutez,
c'est la première fois que je vois autant de Suédois réunis ensemble être heureux sans être ivres. Donc, et à cet endroit-là, si vous voulez, effectivement, il n'y avait pas de limite d'âge, c'est-à-dire que les gens venaient en famille et les enfants s'amusaient aussi bien que les parents, aussi bien que les enseignants, que les gardiens de musée et peut-être même que les banquiers. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu été vite. Voilà, je vais y aller avec la flèche, ce sera plus simple. Hein. Donc, là, nous avons par exemple le SAD. Alors, ils ont été très 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 ingénieux pour inventer des sons, très ingénieux pour inventer des formes, très sensibles et poètes pour plier les tôles, etc. Mais au niveau des noms, c'est ou le nom de la personne qui a fabriqué avec eux, ou le nom du lieu. Et là, le SAD, c'est simplement Salon des artistes décorateurs. Mais il est à Saint-Michel-sur-Orge et c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, voilà, là, en contre, ça a été très très longtemps le logo de l'association. C'était l'instrument fétiche de Bernard Bachet. C'est un instrument très haut, hein, qui mesure 3 mètres et quelques, et qui, comment dire, avec une certaine masse de métal, mais qui tient avec 2 toutes petites vis de diamètre 6. Et entre autres, c'est l'un de ses secrets de la puissance du ce son, c'est-à-dire qu'il est tellement libre et suspendu que le son résonne profondément. Et puis, dans les années 60, devant cette, on leur a fait des ponts en or. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait les Jeux Olympiques de 68, ils ont fait des fontaines sonores dans le village olympique. En 70, à l'exposition universelle d'Osaka, il y a eu des millions de visiteurs, hein, qui sont passés par là. Et puis, ils se sont dit, mais on est en train de nous tuer. L'œuvre, elle va mourir dans les réserves des musées ou prendre la poussière sur les étagères de riches collectionneurs. Notre œuvre, c'est quand elle est jouée qu'elle est vivante. Et ils se sont dit, mais on sait la fabriquer. On connaît les dimensions pour produire tel son, à quel endroit il faut percer, comment on doit limer, comment on doit faire tout ça. Donc on est en capacité de faire des reproductibles. À la même époque, on avait Andy Warhol, dans une autre démarche beaucoup plus narcissique, qui produisait des reproductibles. Mais eux, en fait, ils ont produit des reproductibles pour que l'art soit au tarif du coût artisanal. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça coûte de produire cette œuvre-là? Et ça a des conséquences énormes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, alors qu'il y a des pièces de collection dans toutes les grandes institutions internationales, il n'y a pas de second marché. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de spéculation possible. Et puis, François Bachet disait à ce sujet-là, ils sont dingues quand même les gens, parce qu'en fait ils veulent absolument nous acheter nos vieilleries, alors que ce qu'on a vachement appris depuis, et ce qu'on fait maintenant, ça sonne vraiment mieux. Mais bon, ils préfèrent s'acheter un morceau d'histoire, ou avoir un petit fétiche à la maison. Voilà. Et en faisant ces reproductibles, sans le savoir, ils ont fait naître un archipel. Alors, je parle d'archipel à la mentalité océanienne. Un archipel, c'est la circulation qu'il y a entre les îles qui importe. Pas du tout avec la mentalité du cadastre napoléonien, où on ne tiendrait compte de l'archipel que la surface émergée et les mètres carrés qu'on pourrait mesurer. Et donc là, nous avons 2 reproductibles. On avait une tôle à voix, la tôle de Bernard, qui a été créée en 69
pour une danseuse dans un spectacle, dans un théâtre antique, et qui cherchait un son de tempura. C'est un instrument avec des cordes le long du manche derrière. Et puis on s'est rendu compte que quand on chantait dedans, ça diffractait la voix. On a un exemple type de la sérendipité. On cherche quelque chose, on trouve autre chose. Et puis à côté, vous avez le cristal qui porte mon nom, hein, qui est celui-ci, et que j'ai fabriqué donc en 91 dans la série des instruments dont l'un est à l'heure actuelle à la Philharmonie, dans la collection des instruments de musique de la Philharmonie de Paris. Je dis ça en toute l'humilité d'un artiste qui... voilà. Donc dans l'autre type d'instrument, c'est une polytimbrale à gauche, hein, qui est un instrument à percussion dans lequel on trouve différents modules du concept des structures sonores Bachet pour avoir différentes couleurs sonores sous la main. Bon, normalement, la flûte, elle a une couleur sonore, le piano a une couleur. Là, le concept était de mélanger des sons de masse complexe ensemble et de jouer d'autres choses que de la hauteur de notes, mais de la sensation de masse, de durée, d'enveloppe, de grain. Et puis nous avons à côté un sifflant tournant avec un instrument qui est capable de produire des hypersoniques, c'est-à-dire des sons qui ont été mesurés à 300 000 Hz, quand le seuil de l'audition humain il est 22-25 pour les enfants et 20 pour les adultes, et puis 18, et puis 17, et puis 16, au fur et à mesure qu'on approche mon âge. Voilà. Mais je crois que nous sommes tous logés plus ou moins à la même enseigne. Donc là, on retrouve dans cette diapo-là la démarche et la forme. En bas, nous avons les racines. Donc dans les racines, nous avons l'esprit de recherche, le travail de groupe, toujours très important. Hein. C'était véritablement un atelier style atelier de la Renaissance, où il y a beaucoup de gens qui participent à la recherche et où tout le monde donne son mot. Alors, le choix final appartient à l'artiste, c'est-à-dire l'arbitrage reste à Bernard. Mais on savait très bien, nous, que d'entrée de jeu, Bernard nous disait « non ». Et puis, deuxième, on ramenait le truc un peu amélioré, on peut transformer, il disait « ah ouais, là, mais peut-être ». Et puis là, on retournait travailler, puis on ramenait, et là, waouh, ça y est, on y est. Mais à d'autres fois, sur simplement le choix d'acier étiré, on avait pris plusieurs aciéries différentes, et pendant plusieurs mois, on s'est retrouvés à écouter, en faisant exactement le même instrument, la différence des provenances, hein, des fournisseurs. Et Bernard qui dit « non, c'est pas ça le son que j'ai rêvé cette nuit. On n'y est pas. » Et c'était des subtiles différences. Mais on avait vraiment quelqu'un de profondément exigeant et je comparerais les deux frères. On avait François qui était exubérant avec 100 000 idées à la seconde, mais qui les abandonnait assez vite pour aller à autre chose. Hein, et François qui était gothique flamboyant, et Bernard qui était cistercien. François pour qui tout était facile et tout allait très bien, et Bernard pour qui tout était difficile et il a fallu qu'il s'y mette plusieurs fois avant d'aboutir, mais avec une énorme exigence. Et je crois que c'est la complémentarité des deux qui a permis à cette œuvre-là d'être autre chose qu'une variante de Tinguely ou de Armand, ou pour le comparer aux artistes de l'époque. Et donc, nous avons la réflexion en technique acoustique, en technique mécanique, en méthode empirique et la méthode théorique. Ça, c'est les racines.
au niveau du tronc, c'est l'inventivité et la création première. Et puis ça s'est décliné sous des tas de choses. Donc à gauche, on avait des choses silencieuses, hein, qui sont des robes, on verra quelques images de robes tout à l'heure, hein, qui sont connues dans le monde entier et qui reviennent énormément à la mode depuis quelques années. Au mois d'octobre, on avait encore le Metropolitan Museum de New York qui nous appelait pour essayer d'acquérir une robe et des choses comme ça. Donc les robes, il y a véritablement une coqueluche autour, il y a une cotte, il y a... voilà. Et, pardon ? Non, non, oui, j'ai blagué avec mes camarades tout à l'heure en leur disant que j'aurais pu venir habillé avec une des robes métalliques, vous verrez un peu le résultat. Non, finalement, je suis resté simple ce soir. Et puis après, nous avons des formes de monuments sonores avec des beffrois, des signaux sonores. Alors, le signal sonore, on en a un à Saint-Michel. Il y en a plusieurs dans l'Essonne, mais il y en a un à Saint-Michel et à l'école Blaise Pascal. Et puis, on peut même dire autre chose, c'est que dans le signal sonore des Lancours, c'est un mobile qui a au-dessus d'une médiathèque. Bernard avait, pour faire sonner le mobile, utilisé une carte, comme pour les pianos mécaniques, vous savez, les pianos à manivelle, une carte cartonnée trouée pour que les enfants de l'école de musique pas loin ou du quartier puissent proposer une autre carte avec d'autres trous qui donneraient une autre mélodie. Donc pensez la place de l'autre jusque dans l'architecture et l'art contemporain dans l'espace public, c'est quand même pousser son exigence très très loin, ne pas abandonner ce qui lui apportait le plus. Et puis nous avons des sculptures sonores, on verra quelques images de cristal qui sont particulièrement plastiquement intéressants, qui sont moins intéressants à jouer, moins pratiques. Et puis plus on va vers la droite, plus on va vers des instruments, donc des instruments non tempérés, puis des instruments tempérés, c'est-à-dire avec la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, qui sont depuis 300 ans et la musique classique à l'origine de ce qu'on nomme la musique à l'heure actuelle, hein, et qui est repris, qui a été diffusé partout dans le monde à travers l'industrie culturelle internationale. Et en fait, tout ça, c'est de la sculpture aux instruments qui sont faits spécialement pour des musiciens. Ça nous a amené à... Alors là nous avons des robes, oui, pardon, excusez-moi. Donc vous voyez, effectivement, vous auriez peut-être pris un grand plaisir à me voir comme ça. Mais par contre, il y a certaines robes où si vous faites tomber quelque chose par terre, vous pouvez pas vous baisser pour ramasser. Et puis, c'est ça. Ce qui est assez étonnant, c'est que le monde de la mode adore, et alors que c'est c'est vraiment comment dire, oui, puis c'est un... Je cherche le mot. C'est un... Par rapport au monde de la mode, c'est vraiment une manière de montrer cette... parodie. Cette futilité et cette... voilà. Là, nous avons des fontaines. Hein, donc une fontaine qui était aux États-Unis dans une vente et dont on a perdu la trace à gauche. Et puis celle-ci qui était les Lotus, qui a été installée dans l'European Center de Berlin. Mais alors l'European Center, c'est en fait un centre commercial. Georges Géant Casino, malheureusement, on ne connaît plus ici. Mais imaginez, c'est
c'était juste au croisement d'escalier. On peut avoir un petit bar avec des terrasses intérieures, mais avec la bande son de la radio en même temps. Et ça qui fonctionne toute la journée avec de l'eau, avec des cling. C'est à devenir fou. Un instrument, un objet dans l'espace public, s'il est sonore, il doit être débrayable. Parce que s'il est continu, même s'il est très très beau, il est insupportable pour ceux qui cohabitent avec. Voilà. Et puis, enfin, un travail sur le silence qui a été porté plus par Bernard. Alors, toute leur œuvre est signée Frère Bachet. D'ailleurs, aucune pièce de leur œuvre n'est signée. C'est délibéré. Mais ils se sont autorisés, l'un et l'autre, la grande liberté de faire ce qu'ils voulaient. Donc nous, on sait l'un ou l'autre de ce qu'ils ont fait. Par contre, cette œuvre-là, par exemple, on sait qu'elle est sortie des Pognes de Bernard, mais elle est signée Frère Bachet. Donc c'est une œuvre Frère Bachet. Enfin, le silence, il y a une phrase de Bernard qui disait que la musique, ce qu'il y a de plus fort et de plus beau, c'est quand elle amène le silence, parce que le silence, c'est le moment où l'auditeur se sent exister pleinement. Et dans sa recherche intérieure, dans sa recherche personnelle, ce sont des œuvres que j'aime beaucoup et que je serais même capable de traduire à travers une interprétation dansée, par exemple. Alors, cette interprétation dansée, on pourrait l'imaginer comme si on m'avait filmé et qu'on avait coupé le son. C'est-à-dire que la danse en tant que telle inviterait à entendre quelque chose, et là, on l'a d'une manière qui pourrait être statique, et pourtant elle est immensément dynamique. Et donc, on a là des pièces absolument exceptionnelles. Mais ces sculptures, elles ne font pas de son? Non. Si? Non, ce sont des silences. Alors, le silence est un son. La couleur blanche. Et on est loin, là, de... ça y est... à New York, c'est pas Philippe Glass, qui avait fait 7 minutes et demie de silence, et John Cage. Merci, parce que c'est toujours le mot que je cherche qui vient pas. John Cage, qui permettait de dire non, le silence n'existe pas, on entend toujours quelque chose, et voilà. Là, on est dans un silence, mais dans un silence spatio-temporel. Voilà. Là, on a par exemple 2 cristals. Alors, un cristal, des cristals, c'est un nom propre. En fait, on aurait pu se dire, tiens, c'est un instrument avec des tiges de verre, et donc... Donc ce sont des tiges de cristal. Alors on en a fait avec des tiges de cristal. Ça ne change absolument rien au son. Ça coûte beaucoup plus cher, c'est plus lourd. Et ça ne change rien au son. Par contre, c'est une cristallisation du son. C'est-à-dire que dans la manière de construire l'instrument, l'excitateur est adapté à un endroit particulier qui isole une harmonique. Et qui nous donne un son pur qui va mettre en résonance la tôle, qui va former un cristal. Excusez-moi. Tu veux pas jouer un petit peu de cristal pour retrouver la voix? Attends, je vois. Oui, si vous voulez.
civile à son secours. Que j'appelle une pratique sonore, qui est une improvisation qui reflète l'état de ma toux, de l'instant présent, du public qui est là, et qui me permet d'adresser ces petites choses. On a quand même entendu comment ce son se développe, comment des petites flûtées apparaissent par moments, comment il se déchire quand il sature, comment il est très très fragile. Il y a quelque chose de véritablement, on a l'impression d'avoir des micros au contact de la peau. Et par exemple, si vous avez fait une tarte aux pommes avant et épluché les pommes, ça ne marche pas. Parce que vous avez du tanin sur les doigts. Et puis en bas, c'est de la savonnesse, il n'y a rien qui sort. Tout à l'heure, je vous proposerai à toutes et tous de faire par vous-même l'expérience de sortir, parce que tout le monde est capable, et au début, on y va trop, et il n'y a rien qui sort, on n'a pas assez, c'est trop timide, on a machin, puis vos doigts, mieux que votre tête, trouvent. Et là, on est dans faire rouler la vibration entre ses doigts, etc. Je ne vous dis pas quand même que l'intérêt que ça a avec les enfants, puisque cet instrument-là, c'est le sujet suivant qui est autour de l'instrumentarium pédagogique, se retrouve en petit modèle, en rapport au corps avec des enfants, et on travaille avec des bébés. Et ce qui est quand même quelque chose de... Voilà. Et donc oui, justement sur la puissance de ce son, je vous parlais tout à l'heure de la tige encastrée, avec une masse lourde dans une masse légère. Le fait qu'on avait la transformation de la vibration. En laboratoire acoustique à Jussieu, on a découvert une demi-tonne au centimètre carré, la pression du son qui sortait. Alors, une demi-tonne au centimètre carré, ça donne quelque chose où ce sont nos récepteurs osseux qui captent le son. Et puis, ça donne qu'on a un son qui est non directionnel. On est dans le son. C'est-à-dire, à la Philharmonie de Paris, il y avait Moriarty, un groupe qui jouait. Il avait le cristal au milieu, la guitare à droite, et puis je crois que c'était une flûte à gauche. On entendait la guitare de la droite, la flûte de la gauche, et au moment où le cristal a joué,
le son tombait du ciel. On était au centre du son. On était massé par le son. Et c'est assez étonnant, cette grande salle de la Philharmonie, où l'écoute et le silence qui arrivent à ce moment-là est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, la deuxième particularité de ce son-là, c'est que ce sont des instruments entièrement métalliques. Normalement, le son, il a son maximum d'énergie au moment où il est fabriqué. Là, il est nécessaire que l'énergie du son envahisse d'abord tout le métal avant de commencer à décroître. Ce qui, au lieu de nous faire une attaque qui démarre au maximum et puis ça décroît suivant la résonance, on a une résonance une attaque qui est avec une pente douce. Le maximum est atteint quelque chose comme 15, dans quelques secondes, 3 secondes, 4 secondes après l'émission du son. Et donc ça nous donne un truc incisif, quelque chose qui pénètre, qui arrive par derrière, là, qui augmente et qui décroît. Et ce côté-là, d'un son avec une attaque douce, ça s'appelle un son filtré. Un son filtré et un son non directionnel, il se trouve que ce sont les mêmes caractéristiques que la vie intra-utérine. Ce qui expliquerait peut-être le succès international de cette œuvre, ce qui expliquerait que j'ai travaillé avec les gamins de la rue à Madagascar, c'était fabuleux. Avec les Mexicains, ça marche comme il faut, les Japonais, les Allemands, pareil. On a eu une fois l'occasion de faire un stage à des cadres du Crédit Agricole pour qu'ils apprennent à s'écouter, à coopérer en étant tous à égalité face à l'inconnu. Et ça marche pareil. Et parce que finalement, comment ça se fait que ça marche avec les personnes, les enfants autistes? Qu'est-ce qui se passe avec les psychotiques? Tous ceux qui n'ont pas les codes de la culture, il y a quelque chose qui va parler d'une expérience qu'ils ont vécue, qui va les reconnaître là où ils sont. Et donc c'est une des hypothèses que je défends, c'est que ces deux caractéristiques, un son filtré et un son non directionnel, donnent une chose étonnante. Alors, il y a une autre chose, c'est que je vous ai parlé d'hypersonique tout à l'heure, 300 000 Hz. C'est utilisé en médecine pour permettre à des grosses molécules de passer la barrière céphalo-rachidienne et aller traiter des tumeurs au cerveau. Mais il y a aussi des infrabasses énormes qui sont tous ces éléments qu'on n'a pas l'habitude de prendre en compte dans ce qui est de la musique, mais qui pourtant dans l'expérience sont vraiment là et qui expliqueraient un peu aussi le succès de cette œuvre. Donc voilà, l'instrumentarium pédagogique, ça c'est dans les années 70, si vous voulez, la pédagogie n'était pas un gros mot. La pédagogie était une manière de respecter les enfants et de les amener à s'épanouir au mieux. Et les pédagogies actives ont beaucoup recherché pour que l'acquisition de compétences et de savoir implique véritablement les enfants. Et c'est en Suède, encore une fois, que là, ce sont des enseignants qui sont venus voir les frères Bacher en leur disant « Écoutez, là, on voit les enfants qui jouent partout, ils sont à l'aise comme des poissons dans l'eau. Nous, en tant qu'enseignants, on a une classe de 30. On n'est pas musicien et on doit leur faire découvrir la musique. S'il vous plaît, faites-nous une œuvre qui puisse permettre de tenir ces engagements-là. Et donc, sur une 7, 8, 10 ans peut-être, un travail d'aller-retour entre le terrain, différentes personnes qui ont participé, dont Romain Pomedio à l'époque a un peu joué, enfin moi j'ai lu ça dans les archives. Romain, je t'ai rencontré en 85, quelque chose comme ça. Et donc l'instrumentarium, lui, avait été abouti en 82. Voilà.
Et quelque part, l'instrumentarium pédagogique, ce sont des pièces que l'on voit là-bas, qui ont un rapport, qui reprennent le même concept acoustique que les grandes sculptures, mais avec suffisamment peu de choses pour qu'on puisse se les approprier rapidement, suffisamment de choses pour que ça puisse être varié et riche, et avec des contrastes juxtaposés pour toujours exciter l'écoute, exciter la curiosité, et où chaque geste produit un son, chaque son est l'image du geste qui le produit, et donc, en fait, en partant de l'exploration, je dis souvent, moi, on peut apprendre à parler la musique avant d'en connaître la grammaire et l'orthographe. C'est-à-dire, finalement, on s'est beaucoup inspiré de comment un enfant apprend à parler. Hein? Il va gazouiller, il va essayer des sons, et puis il va commencer à donner du sens, et puis c'est que 4, 5, 6 ans après que l'on va apprendre à décoder, à lire et à écrire. Et en fait, c'est vrai que Bernard a beaucoup souffert de l'apprentissage de la musique. D'ailleurs, ça l'a pas dégoûté de la musique, mais ça l'a dégoûté de faire du piano. Et que c'est vrai qu'on marche sur la tête quand on demande à des enfants d'apprendre le solfège avant. Mais peut-être que maintenant, de moins en moins, on travaille comme ça. Il y a encore dans les académies des lieux où ça reste le mode. C'est pas de musique sans solfège, quoi. Donc nous, l'histoire avec les structures sonores, c'est que on n'a pas de clé de sol, de clé de fa, clé d'ut, on a une clé de 8, clé de 10, clé de 13. Et c'est à peu près l'essentiel. Voilà. Oh, je me trompe de flèche, excusez-moi. Et c'est à ce moment-là que Bernard a fondé l'association des structures sonores Bachet. D'abord, elle s'appelait Structures sonores et pédagogie. C'était important pour lui de fixer un cadre pour que toutes les personnes qui collaboraient avec lui puissent s'inscrire dans ce projet-là. Avec son statut d'artiste, sculpteur, il ne pouvait pas prendre en charge toutes ces choses-là. Et donc, c'est dans cet esprit-là que l'association a été créée. Et puis, il en a été le président, et jusqu'à son décès, en 2015, il a été impliqué dans toutes les décisions de l'association et dans toute la vie quotidienne. Et puis, c'est pour ça aussi qu'en 2012, il a voulu qu'on change de nom pour s'appeler Structure sonore Bachet. Au début, l'association ne devait s'occuper que de l'instrumentarium pédagogique et de la recherche pédagogique avec les structures sonores Bachet. Mais comme l'association était une structure avec un secrétariat, des salariés, très vite, quand il avait une expo à faire, il sous-traitait à l'association, hein, pour toute la logistique administrative, pour voilà, ces choses-là. Donc en fait, ça a toujours été intimement lié, même si le but premier de l'association n'était pas de s'occuper des expos dans les grandes institutions, ni de la fabrication des grandes pièces, mais se cantonnait à l'instrumentarium pédagogique. Donc, à l'heure actuelle, l'association, son objet, c'est faire vivre l'œuvre Bachet. Et donc, faire vivre, ça se traduit par jouer, faire jouer, former des gens, donc on organise des formations, exposer, donc c'est monter des projets ou préparer des expositions, etc. Fabriquer pour diffuser et puis aussi réparer les pièces anciennes, hein, puisque finalement, c'est vrai que interdit de ne pas toucher, ça va bien quand les choses elles sont suffisamment solides pour supporter les sollicitations du public. Mais il y a quand même besoin de resserrer par endroits régulièrement un entretien des sculptures. Et puis on a la chance d'avoir donc 40 ans d'archives maintenant, l'association a 40 ans. Je ne dis pas ça pour faire la nique à l'université populaire qui sont des gamins de 20 ans, mais
je n'en pense pas moins. Et puis les archives de Bernard Bachet, ce qui est formidable, c'est que les ayants droit ont bien compris qu'il fallait léguer ces archives au domaine de Chamarande, donc aux archives départementales. Et ça permet d'appuyer sur cette relocalisation de cette œuvre. Et enfin, être en relation, c'est-à-dire que l'archipel, elle a une caractéristique très intéressante, c'est que chaque personne qui achète des structures sonores est complètement libre d'en faire ce qu'il veut, et responsable d'en faire ce qu'il veut. Et entre autres, il est aussi libre de trouver les moyens de vivre, libre de connaître la dynamique de son territoire, voilà. Sauf que pour faire, on vit des situations assez parallèles et similaires, et on a besoin de partager nos recherches, nos questionnements, nos pratiques. Et pour cela, c'est une forme, je dirais, de mouvement pédagogique. Et ça, c'est autant on peut arriver à trouver des soutiens ou des subventions pour une prestation qui mène à une création, un concert, en menant tous les gamins des écoles ou du conservatoire, en faisant intervenir un artiste qui vient en résidence et qui va créer quelque chose à cette occasion. Autant ce travail très important entre les différentes personnes de l'archipel, ça n'est pas simple, et pourtant c'est une mine sans fond. L'archipel, on a des adhérents en Tasmanie, en Nouvelle-Calédonie, au Mexique, au Canada. On en a, en fait, on va dire quand même, il y en a quoi, 50% des gens qui sont quand même adhérents, qui sont de l'Essonne, dont peut-être 15 à 20% de Saint-Michel-sur-Orge, je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais l'ordre de grandeur est à peu près là. Hein. Mais on a cette vocation-là à faire vivre à distance des choses qui sont aussi vécues déjà à Saint-Michel-sur-Orge beaucoup plus facilement, puisque on peut venir à la Grange, on peut aller au concert d'œuvre, on peut venir à une conférence de l'université populaire, chose que tout le monde n'a pas la chance de voir. Donc là, nous avons l'instrumentarium pédagogique, les 14 pièces de l'instrumentarium. Et puis là, nous avons des gamins, des gamines en action. Ils n'ont pas besoin de nous, hein, dans ce cas-là. Après, on n'est pas de trop, hein. On peut jouer avec eux, puis on peut aussi avoir un projet et induire en quelque sorte des situations qui font que l'ensemble du groupe va bien ensemble quelque part. Ce qui est intéressant d'apprendre on n'apprend pas que la musique, hein. On apprend la coopération, l'écoute de soi, de l'autre. On se rend compte que finalement, c'est l'autre qui nous révèle à nous-mêmes qui nous sommes, en différence. Il y a beaucoup de choses qui dépassent le simple fait esthétique ou culturel du musical. Et puis, et enfin, cette nouvelle que Bernard a espérée pendant des dizaines d'années, c'est de trouver les moyens d'assurer la pérennité de son œuvre à travers une maison d'artistes. Et depuis 2023, la municipalité de Saint-Michel-sur-Orge a acheté aux héritiers la maison et la propriété qui étaient en vente, dans le but véritablement de préserver cette œuvre vivante au cœur de Saint-Michel, avec un engagement, un double engagement, c'est que ce lieu-là n'a d'intérêt que quand il est vivant, donc avec l'association qui est en capacité de le faire vivre. Et la deuxième chose, c'est que tous les Saint-Michellois et les Saint-Michelloises puissent se trouver concernés, impliqués par cette œuvre. Et donc, je me trompe encore de flèche. En conclusion, je vais utiliser 2 citations de Bernard. L'art n'est pas seulement une distraction ou un marché, c'est aussi l'expression d'une expression sensorielle du monde extérieur et une manifestation des résonances produites à l'intérieur de l'homme.
Et puis une deuxième citation qu'il a fait, donc il avait 93 ans. J'ai senti que tous ceux et celles qui pratiquaient la pédagogie inhérente à ce matériel partageaient une même vision de la vie et de la civilisation. Pour les enfants, il s'agit de leur apprendre à écouter ce qu'ils font, à écouter leurs voisins et à jouer ensemble. Pour les adultes que nous sommes, c'est le même enjeu, juste amplifié. Prendre conscience de notre action, écouter les autres et faire ensemble. Il s'agit donc d'une vision bien différente de la civilisation actuelle basée sur la compétition et le culte du pouvoir. C'est cette action civilisatrice que nous avons à mener ensemble. Bernard Bachet, 2010. Je vous remercie. Donc c'est délibérément que je n'ai pas voulu rentrer tout dans... On pourrait passer des heures sur chaque œuvre, sur chaque chose. Et par contre, effectivement, je compte sur vous maintenant pour continuer à alimenter le débat avec vos questions et qui nous permettraient peut-être... Je voulais rajouter des informations sur Bernard. Alors, en fait, Bernard Bachet était extrêmement d'avant-garde. Moi, je l'ai rencontré, je préparais ma thèse de doctorat sur la plasticité de la cognition. Je travaillais en neurosciences et auprès d'enfants autistes, avec Denis Lenné, pour ceux qui l'ont connu. On travaillait sur l'intégration des enfants autistes. Et la question, Bernard était vraiment en avance parce qu'il, comme il l'évoquait là, il avait conscience que la création musicale avait une incidence profonde sur l'intelligence, sur le devenir, la pensée. Et on se rend compte au laboratoire maintenant, grâce aux neurosciences et grâce aux travaux de la perception, de la localisation des différentes parties du cerveau, que la création, la musique, n'est plus l'objet ludique que l'on pensait en disant bah oui, musique, pourquoi pas, on peut rajouter de la musique de l'enseignement. Il se trouve que la musique a, et de façon mesurable, maintenant on peut le voir au laboratoire chez Stanislas Dehaene ou Nakache, on peut voir de façon perceptible que l'incidence est spectaculaire, surtout quand on agit dans la petite enfance. En fait, il y a une immense plasticité de l'organisation du cerveau, et surtout des structures cognitives, et que la musique est peut-être même la base qui a donné la naissance du langage. Avec Didier Lecoud, qui était un violoniste qui improvise énormément, nous avons fait un programme de recherche qui s'appelle Violon du monde, et la question était, existe-t-il un langage universel entre tous les musiciens? Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, la musique avait une racine dans la communication des humains. Et Bachet, il a eu cette intuition très jeune, au début de la mise en place de son œuvre, et avec le temps, maintenant, les outils nous montrent qu'il était vraiment un précurseur, et qu'il est... là, nous préparons un documentaire que vous verrez très récemment sur Arte, sur cette question de l'universalité de la musique, avec Didier Lecoud. On avait fait à l'époque, quand j'ai rencontré Bernard, un documentaire, et Pierre évoquait le travail auprès d'enfants autistes. On a fait un documentaire sur l'utilisation des structures sonores, et en particulier le cristal, pour favoriser la communication entre les enfants en difficulté. Ce qui me semble important de souligner, et j'en suis ravi, c'est que Bernard et François, mais Bernard particulièrement, parce qu'à l'époque, quand nous commencions nos travaux avec les enfants autistes, il a accepté 2 fois par semaine de recevoir à la Grange les enfants, et au Pradon nous avions des enfants autistes d'une très grande difficulté relationnelle, certains même, nous devions les accompagner à plusieurs parce qu'ils pouvaient être en proie à des crises de violence extrêmes. Et Bernard a senti et
prenait énormément de plaisir de mesurer que son œuvre n'était pas simplement, comme l'évoquait Pierre, pour les musées ou pour un devenir artistique, mais qu'elle puisse avoir une réelle incidence dans une amélioration du tissu social, une amélioration de la communication. Et pour finir, je suis très heureux de voir que, et il est fort probable que prochainement, nous travaillons en ce sens, son œuvre ne reste pas confinée dans la région parisienne ou même en France. Il y a de fortes mises en œuvre pour qu'elle puisse avoir une vraie résonance. Et j'ai eu le bonheur en 1983, j'étais tout jeune, c'est le début de ma thèse, de partir avec Bernard pour valoriser ces instruments, parce que les Japonais sont très au fait sur les questions de la pédagogie, et la Chine encore plus actuellement. Et nous avions eu le plaisir de présenter ces instruments à Osaka, Kyoto, Nara, les conférences de l'université de Kyoto. Et à l'époque, imaginer que la musique, et la musique aussi originale, puisse être un outil de communication et un outil d'évolution, c'était totalement nouveau. Et les découvertes contemporaines, et j'en suis ravi, montrent que Bernard avait été vraiment un précurseur bien éclairé. Oui, je crois qu'il n'est jamais tombé dans des pièges du narcissisme, et c'est-à-dire qu'ils ont délibérément tourné le dos au marché de l'art. Et quand on parle d'art, tout le monde pense automatiquement au marché de l'art. François Bachet disait « tout le monde est artiste ». Je pense un peu qu'il peut y avoir de la démagogie très rapidement en disant ça, mais la suite est intéressante. C'est la preuve, moi je le suis, 95% de ce que je fais, c'est de la merde, mais ça vaut vraiment la peine pour le reste. Et on s'aperçoit avec les... Alors, nous, on ne parle pas de musique, on est dans le sonore. On est avant la musique. On est avant la musique telle qu'elle est portée en Occident. Hein. On est... et quelque part, ça c'est universel. C'est le seul art qui est présent dans toutes les cultures depuis tout le temps. Dans les grottes, etc. C'est le son. Hein. Et le son, si vous voulez, l'espace acoustique est commun à tout le monde. Les oreilles n'ont pas de paupières. C'est dans le vide que se fait la rencontre. Et les religions ont beaucoup utilisé ça. Et en fait, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on joue ensemble, hein, et quand on joue avec des enfants, on passe... Alors je dis des enfants parce que c'est ce qu'on a de plus courant, mais je signale que le dernier samedi de chaque mois, tout le monde peut venir à la Grange. Pour les samedis MEI, musique expérimentale improvisée, la seule consigne c'est on ne parle pas, on joue. Et à chaque fois, un brouillon, ça se cherche. Et puis à un moment donné, ça se trouve et ça décolle. Et on ne sait pas exactement quel est le miracle, mais c'est la place de tout le monde qui est respectée, et puis la cohérence des relations entre les uns les autres qui prend œuvre. Si la musique, moi j'appelle ça une architecture qui tient debout, et bien là tout d'un coup il y a une architecture qui émerge, qui est éphémère. Alors on peut aussi penser la musique comme une science du temps et de l'espace, et non pas comme du rythme et de la mélodie. Et pour l'espèce humaine, habiter le temps, lui donner de l'épaisseur, tout d'un coup, le dominer puis l'oublier, eh bien là on entre dans une dimension qui est, on se libère de l'échéance qui est celle de tous les humains, qui est d'être mortel. Tout d'un coup, on n'est plus tout seul, isolé dans sa bulle, mais là on est avec d'autres, et on vit une expérience humaine qui a été déclinée dans de multiples cultures d'une manière très très intéressante et très diversifiée.
et qu'on peut dire qui continue non pas d'être dénaturé par l'industrie culturelle de la musique, puisque finalement le nouveau Dieu étant l'argent et donc les phénomènes de modes musicaux et d'hystérie starificateur sont en fonction de cette religion-là, hein, mais libres à ceux qui veulent y croire de suivre. Je crois vraiment que ce sont les enfants psychotiques et les bébés qui m'ont le plus appris sur la musique. Parce que pour eux, c'est quelque chose d'essentiel. Et ils n'ont pas les codes de j'applaudis à la fin, ou je dois jouer comme ça, ou ah, j'ai joué quelque chose, donc je vais devenir une personne célèbre. Et ça, c'est véritablement étonnant, parce que on a vraiment on a des moments où il y a des gens qui se mettent à pleurer, ou qui rigolent, des enfants qui partent, ils ne touchent plus par terre. Alors bon, bien sûr, les enfants, ça ne marche pas, ça court, ça sautille, mais alors là, quand ils sautillent, c'est un vrai bonheur de voir ça. Hein, quand les choses sont inscrites dans leur corps et que dans le groupe, oui, parce que si la musique, si l'émotion est arrivée, c'est un peu comme au foot. Hein, il n'y a pas une personne qui marque un but, c'est l'équipe. Voilà, la musique, c'est radical. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse n'importe quoi et ça casse le groupe. Hein. Donc en fait, cette magie-là qui est sans cesse à régénérer. C'est-à-dire que c'est la musique que l'on fait, pas celle que l'on enregistre et puis qu'on met comme des papillons dans un cadre avec une épingle au mur. Alors le papillon a des belles couleurs, mais c'est pas la même puissance d'émotion. Bon, je ne vais pas parler tout le temps là, mais je veux bien avoir d'autres interventions, d'autres questions. Tu parlais de former tout à l'heure. Est-ce que s'il y a des Canadiens ou des Australiens qui viennent à Saint-Michel pour se former, repartant dans leur pays, ils peuvent monter des structures sonores, bâchées? Est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Alors, d'abord, on ne s'est pas concerté avec Michel. Michel 2, Michel 1, enfin. Mais effectivement, on a carrément une Canadienne qui est venue en formation en 2023 à La Grange et qui est justement prof de pédagogie à l'Université de Montréal. Et il y a un instrumentarium à Montréal. La fabrication, il y a un seul endroit qui a le droit de fabriquer, c'est ici, à Saint-Michel-sur-Orge. On a une licence d'exclusivité mondiale avec les ayants droit pour la fabrication. Par contre, comme je vous ai dit, ce qui est protégé, c'est juste l'apparence, l'image, par la DHGP, comme si c'était une sculpture. Le son n'est pas protégé. Hein? Donc en fait, il suffit que vous mettiez des cubes ici, et puis c'est plus pareil. Le brevet, il est caduc. Il a été déposé en 65, 63, je crois, les premiers. Et puis il fallait l'entretenir sur le monde entier, etc. Donc le concept acoustique, il est libre de droit quelque part. Mais la différence, c'est que quelqu'un qui voudrait fabriquer une structure sonore, oui, il pourrait copier, mais il n'aurait pas le petit truc dans les mains là. Ce qu'on transmet, nous, au sein de l'association, le savoir-faire, eh bien, il mettrait le même temps que nous, hein. C'est-à-dire, il pourrait mettre une vie pour trouver peut-être quelque chose de mieux, hein. Mais voilà. Et effectivement, il existe des plagiaires. Alors, la différence, c'est que ce sont des gens qui sont avec un ego et qui sont seuls. Alors qu'ici, on est une association, on est un groupe avec la force de l'intelligence collective. Je ne suis pas le plus bête de tous, mais je tiens beaucoup aux échanges qu'on a dans le groupe qui font qu'une idée, une décision, avant qu'elle mûrisse, bon, elle a été malaxée, elle a été... et si elle tient le coup et qu'elle sort des tuyaux au nom de l'association, à ce moment-là, elle a une force que moi tout seul, je n'aurais jamais pu faire. Hein?
question. Sur Saint-Michel, parce que là finalement, patrimoine local. Alors on pourrait penser la pierre, la meulière. J'ai juste une autre précision à donner. Attends, je termine sur la meulière, puisque finalement, il y a une chose qui est intéressante, c'est que c'est l'ancienne laiterie du village. Et il y avait quand même la volonté de préserver encore quelques traces de la vie agricole de Saint-Michel. Mais la force de cette œuvre, elle est bien plus dans sa dimension immatérielle et d'empowerment que dans la possession matérielle d'une structure sonore. Vas-y, David. Juste, c'est très court. Là-bas, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour le développement de la cognition, c'est très important, mais en quoi, comment? Quand on dit à un enfant, tu ne reproduis pas, il l'évoque bien dans le texte, tu ne reproduis pas, tu inventes. Et d'ailleurs, avec Didier Lecoud, c'est cette question de l'improvisation qui nous... Quand tu prends un élément, tu dis, ok, je m'inspire de cet élément, mais je vais le repenser avec ma propre sensibilité, mon propre... Eh bien, si un enfant apprend très jeune, surtout quand c'est la naissance de son développement cognitif, cette capacité de réinventer ce qu'on lui propose, eh bien, le cerveau ne va pas le conserver que pour la musique. Il va aussi le conserver pour la pensée, pour repenser le monde. Et c'est là où on se rend compte que l'on a un outil qui est bien plus qu'un objet ludique qui va nous apporter du plaisir, c'est l'essence même de ce dont a besoin l'Homo sapiens pour assumer les difficultés énormes, surtout les pauvres nouvelles générations, le monde qu'ils doivent assumer et trouver des solutions à cela. Ce qui me rassure, c'est que le cerveau est extrêmement plastique et que notre capacité d'adaptation peut se faire en une génération, mais que cet outil que pressentait Bernard est un des outils essentiels dont il nous faut très vite nous emparer et le communiquer au système pédagogique des très jeunes enfants. Oui, j'ai une petite question. Donc, tu as dit que effectivement tous les instruments sont fabriqués à Saint-Michel-sur-Orge, qui a l'exclusivité. Et ça veut dire que vous continuez à en vendre dans le monde entier? Oui. Oui, mais c'est pas la vente qui pose le plus de problèmes, c'est les transports. Oui. Le Kazakhstan, par exemple, c'est un problème pour donc on a abandonné. Bon, là, on a une commande pour un cristal en Allemagne. Là, ça va être facile. Hein. Mais voilà. Après, ce que je voulais dire par rapport à Bernard et à François, je crois qu'ils avaient l'intelligence, non pas de savoir... D'abord, un artiste, c'est pas le même au début et à la fin. Hein, il n'est pas levé un matin en disant « Tiens, je vais faire ça ». Voilà. Non, c'est « Ah ouais, on va inventer des nouveaux sons. Ah ouais, on va aller explorer ». Cocteau disait « L'art, c'est prendre des chemins qui n'ont jamais été empruntés ». Donc, chaque fois qu'ils voyaient un chemin, eux, qui était déjà traité, non, on va ailleurs. On va les pieds dans la... se griffer aux ronces, on va partout. Et donc, c'est après le caractère et j'allais dire l'intégrité de ces personnes-là qui ont fait que ils ont entendu, ils ont observé, je me rappelle une chose, on avait un vestige de ton passage à la grange, Romain, avec une tôle à voix. Donc vous voyez cette tôle à voix là qui est très belle et qui est un instrument à voix. Où un des jeunes qui venaient avec toi l'avait martelé par tous les bouts, etc. Donc c'est une pièce quand même qui, nous on la vend 9 000 €, hein, pour vous dire. Et Bernard nous interdisait d'empêcher cela, en disant c'est bien plus important ce qui se passe là que la valeur de cet objet.
Après, j'ai une autre anecdote, c'est en fait, les structures samaritaines, elles ne sont connues que par les gens qui les ont touchées, rencontrées. Vu que ça a commencé dans les années 50-60, on en rencontre quand même des gens qui ont trouvé les structures sonores. Ils ne se souviennent jamais du nom, ils se souviennent de où ils étaient et quel âge ils avaient et ce qu'ils ont fait. Et là, il y a 2 ans, la fête de la musique, on a une femme qui apparaît, qui nous trouve là comme ça. Oh, c'est pas possible! Elle avait peut-être 40 ans. Et elle me dit, j'avais 13 ans, c'était la frontière du Portugal, je sais pas quoi. Et j'ai joué de ça. Et moi qui suis si nerveuse, si tendue, etc., dès que je touche à ça, là, que je retrouve ça, tout d'un coup, tout s'apaise en moi. Donc là, quelque part, il y a cette finesse-là. Après, en pédagogie, faire de la musique avec n'importe qui, bah oui, c'est quoi? C'est comment on peut se croiser, on peut se chercher longtemps, mais aller chercher l'autre là où il est, le reconnaître là où il est, et puis après, cheminer ensemble, mettre un peu de distance, retrouver le lien, mettre un peu de distance. Généralement, les enfants, ils ont un truc, c'est les neurones miroirs. Et ils aiment beaucoup imiter, et ils ont besoin de ça. C'est comme ça qu'ils apprennent la langue, hein. C'est comme ça qu'ils font. Mais il y a un moment donné où moi je fais 3-4 pirouettes, et là il ne peut plus me suivre, et là il est obligé. C'est comme on le tient avec les mains, puis à un moment donné on lui lâche les mains, et il continue de savoir marcher. Moi, et ces histoires-là, j'en ai des wagons. Mais c'est pas l'œuvre qui est au centre, c'est l'autre qui est au centre, c'est l'humain qui est au centre. Hein, c'est vraiment en sens où l'œuvre Bachen n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Quand on travaille, par exemple, tu parlais des autistes, là ça fait 7 ans maintenant qu'on travaille avec le CROSP, donc une association qui est dans la ville pour la détection précoce de l'autisme et des handicaps, des différents handicaps. Et effectivement, chaque séance qui a lieu au Centre culturel de Bachet se fait avec une musicienne qui est présente là dans la salle, entre autres. Et en fait, il y a 1 heure avec les enfants et puis 1 heure de débriefing avec les professionnels parce qu'ils participent à la séance. Hein. Et en fait, là, c'est l'art et la musique au service du soin. Quand on est... allez, quand on est à la Biennale de Venise, hein, c'est l'art et la musique au service du rayonnement international, etc. Mais quand on est en prison à Fleury-Mérogis, c'est l'art et la musique au service de la réhabilitation de soi, la coopération, la confiance. Quand on est en école maternelle, c'est la sociabilité. Quand on est en école de musique, c'est les prérequis, l'apprentissage de la pratique musicale. Donc en fait, c'est en ça où cette œuvre ouverte a une dimension exceptionnelle. Il y a la gratuité de l'art, la gratuité du jeu, c'est-à-dire qu'on peut quand même tester les choses sans prendre de trop grands risques. Et puis, il y a la liberté. Donc non pas de marcher au plafond comme si on était une mouche, mais d'être dans le principe de réalité, de cette pâte à modeler sonore, de cette présence des uns des autres, d'accepter qu'un tel, il joue pas ce que j'aurais dit, mais non, comme ça. Hein. Et donc, de cette manière d'être dans l'instant présent, ici et maintenant. Et je trouve que, sans prétention aucune, c'est-à-dire que là, en ce moment, là, il y a quand même un gag énorme avec l'Arte Povera à la Fondation Pinault. C'est quand même, on n'a pas peur du ridicule à ce niveau-là. Et là, en fait, j'étais dans la rue à jouer avec des gamins pendant l'été à Ponto Combo, et puis là, les gamins ils viennent s'ils veulent, n'empêche qu'ils viennent. Le lendemain, ils ramènent des copains, des copines, etc. Et puis il y a toujours les parents qui à un moment passent. Et puis alors là, les parents ils touchent à ça, ils touchent à ça et tout, ils disent c'est génial votre bricolage, faut que ça se connaisse. Ouais. Et en fait, bravo. C'est-à-dire que finalement les matériaux et l'attitude ne les a pas écrasés parce que vous n'êtes pas en capacité de comprendre et de savoir ce qui se passe. Mais là,
vous avez vu juste. J'adore ces bricolages et il faut que ça se connaisse. C'est-à-dire, moi j'ai pris du plaisir, moi j'ai découvert quelque chose d'énorme, ben, il faudrait que d'autres en profitent aussi, quoi. Bon, sauf que ben, c'est mieux dans la rue à Ponto Combo, parce que le cristal qui était au Louvre d'Abu Dhabi, eh bien, on n'avait pas le droit d'y toucher, il y avait une bande-son, voilà. Hein, alors que là, le même, ou un de ses petits frères, dans la rue, tout d'un coup, on a le droit d'y toucher, de faire par soi-même l'expérience. Et donc, c'est bien la manière de reconcevoir l'art comme quelque chose de normal, quelque chose de vital, et non pas juste une opération de décoration, une opération de je ne sais pas quoi. Voilà. Je crois qu'il est temps que ce soir aussi, on s'y mette, nous aussi. Voilà. Il est temps la troisième partie, mais je crois que tu avais une annonce à faire avant. Oui, donc d'abord, la Grange, elle est à Saint-Michel-sur-Orge. 2025 s'annonce un peu serré au niveau des collectivités nationales, locales, etc. On ne sait pas quelles tranches de travaux seront faites, puisqu'il est nécessaire de remettre aux normes le circuit électrique, remettre aux normes le chauffage, parce que la chaudière de 70 et que à l'époque où ça fait des notes de fuel énormes et c'est pas possible. Et puis faire accessibilité fauteuil, puisque finalement on s'est rendu compte que quand un fauteuil roulant passe quelque part, eh ben, une poussette va passer aussi bien, hein, va pas avoir trop de mal, et puis que quand on a un peu du mal à traîner les pieds, ben, on va pas buter contre les pavés, etc. Donc il y a un bien pour tout. Donc la Grange va réouvrir, mais pour l'instant elle est que le dernier samedi du mois ouverte. Et par contre, elle est ouverte qu'aux membres adhérents. C'est-à-dire que pour des questions d'assurance, vous rentrez dans ce lieu, pour que notre assurance fonctionne, il faut que vous soyez à le jour de votre cotisation, qui est de 20 € de septembre à septembre. On fonctionne en saison. Voilà. Et donc, on fait partie de plusieurs réseaux. On fait partie du réseau national musique et handicap, on fait partie du réseau de la semaine du son de l'UNESCO. La semaine du son de l'UNESCO, c'est l'importance du sonore, l'importance sociétale du sonore. Et lors de cette, de cette semaine internationale, nous, on va avoir un soirée débat à la médiathèque de Saint-Michel-sur-Orge sur un son du son des sons. Son acoustique, son enregistré, captation, enregistrement de studio. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans tout ça? À quel endroit on utilise ça? Comment vit-on nous-mêmes le son? Donc ce sera fin janvier. La date exacte elle est fixée, mais je ne l'ai pas dans ma tête. Le 22 janvier, merci ma tête. Et je mangeais quoi? Brigitte Touillet, qui est membre d'honneur de l'association adhérente, administratrice, et qui a été présidente de l'association, qui entre autres a eu le génie en 2008 ou quelque chose comme ça, d'aller voir Bernard et de prendre les boîtes de carton avec les photos et de lui demander ça c'est quoi, et elle a mis un papier autour, etc. avec c'était qui, c'était quand, c'était quoi. Donc une personne de l'ombre très lumineuse. Et donc il y aura cette conférence le 22 janvier à laquelle vous êtes conviés à la médiathèque de Saint-Michel, puisque on a bien, demain je pars à Nolay, voilà, mais on a bien une importance fondamentale et on aimerait bien que tous les Saint-Michellois, les Saint-Michelloises se trouvent impliqués à leur manière. Première chose, parce que finalement on sait très bien que notre meilleur ambassadeur c'est le bouche-oreille. Donc si vous parlez de cette œuvre-là à des proches ou à des gens que vous connaissez, à votre boulangère, eh bien chaque fois vous nous facilitez le travail, vous faites une part de ce qu'on a à faire, donc c'est tant mieux. Enfin, donc, pour jouer de ces scènes, il y a celui-là, lui, le vert, voilà. Celui-ci, entre autres, bah oui, il faut bloquer la petite roue, ça s'appelle une rehausse,
c'est pour les personnes en situation de handicap en fauteuil. Pour que ça soit dans la champ de motricité, donc on peut incliner le clavier, etc. Mais c'est l'instrument que l'on a au sol d'habitude et qui est toujours, effectivement, partir de la personne pour que l'œuvre lui soit accessible. Donc on a fait des choses pour les enfants, on a fait des choses pour... voilà. Et alors on peut avec les mains, on peut avec tout. Là-bas il y a des brosses et des choses comme ça parce qu'en fait, si je vous donnais des percuteurs tout de suite, quand on a un marteau, on voit tous les problèmes en forme de clou. Et alors que nous, on a une conscience, c'est que l'expérience est d'abord psycho-sensorimotrice. Et que l'écoute est d'abord kinesthésique et dans le corps. Et qu'après, elle passe par les oreilles et par le traitement. Et donc, on va induire une exploration le plus libre possible avant que vous fassiez vous-même vos propres choix. Parce que vous préférez ça, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Vous préférez, certains aiment le chocolat, d'autres moins.